Et si je vous disais que votre meilleure intention pourrait en réalité tuer vos plantes? Imaginez la scène. Nous sommes en novembre, le temps est maussade. Vous sortez dans votre jardin, les bras chargés de sacs de copeaux, de paille ou d'écorce. Votre but? Envelopper vos rosiers préférés, vos pommiers et vos planches d'ail comme des bébés dans une couverture chaude pour qu'ils passent l'hiver sans encombre. Vous vous sentez comme un sauveur. Mais en réalité, à cet instant précis, vous pourriez bien être en train de signer l'arrêt de mort de vos végétaux. Ça semble extrême? Peut-être. Pourtant, chaque année, des milliers de jardiniers perdent leur culture, non pas à cause du gel, mais précisément à cause de ça. Un excès d'amour au mauvais moment. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle pailler en novembre est une véritable roulette russe pour votre jardin. Et surtout, je vais vous expliquer comment ne pas appuyer sur la gâchette. Restez jusqu'à la fin, car un des faits que je vais vous révéler sur les rongeurs va vous faire courir au potager dès aujourd'hui. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement en novembre. Pour nous, c'est le mois de la grisaille, des premières neiges et de l'envie pressante d'achever la saison de jardinage. Nous voulons boucler tous les dossiers, verrouiller le portail et nous réfugier au chaud jusqu'au printemps. C'est un facteur purement psychologique. Nous nous disons que si nous recouvrons le sol d'une bonne couche de paillis maintenant, nous aurons fait notre devoir. Nous avons l'habitude d'entendre que le paillis, c'est de l'or. Il maintient l'humidité, étouffe les mauvaises herbes, améliore la structure du sol. Et c'est parfaitement vrai. En été. Mais novembre est une période de transition. Les plantes sont en plein stress biologique. Elles se préparent au repos. La sève ralentit, les racines cessent d'absorber activement l'humidité. La terre commence à refroidir. Et c'est dans ce moment d'équilibre fragile entre l'automne et l'hiver que nous intervenons avec nos propres règles, perturbant les processus naturels. Pour saisir toute la tragédie de la situation, il ne faut pas penser comme une personne qui a froid sans manteau, mais comme une racine qui a besoin de repos. Le premier problème, et c'est souvent le plus surprenant, c'est ce qu'on appelle l'effet thermose. Visualisons comment le paillis agit. Beaucoup de gens pensent qu'il apporte de la chaleur. C'est un mythe. Le paillis ne chauffe absolument pas. Il n'a pas de résistance électrique. Il est un isolant. Il agit comme le bouchon d'un thermos. Si vous y mettez du thé brûlant, il restera brûlant. Si vous mettez de l'eau glacée, elle restera glacée. Eh bien, c'est exactement la même chose pour votre sol. Début novembre, le sol est souvent encore tiède. Il a emmagasiné la chaleur d'octobre. Si vous recouvrez cette terre tiède d'une couche épaisse de paillis, vous scellez, vous emprisonnez cette chaleur à l'intérieur. Vous allez me dire, mais c'est une bonne nouvelle. Absolument pas. C'est un désastre. Les racines reçoivent le message suivant. Il fait chaud, donc l'hiver n'est pas arrivé. Inutile d'entrer en dormance. La plante va continuer à utiliser ses précieux sucres pour la respiration et la croissance racinaire, au lieu de les stocker et de les concentrer dans ses tissus. Et tout d'un coup, le gel frappe. Un grand coup de moins 20 degrés. La plante est totalement prise au dépourvu. Elle est en mode détente, les tissus éclatent. En voulant la réchauffer, vous avez totalement détraqué son horloge biologique. Le deuxième élément, souvent négligé, c'est la gestion de l'humidité. En novembre, dans la plupart de nos régions, c'est le mois des pluies, de la neige mouillée et des brumes. Le sol est déjà complètement saturé d'eau. Imaginez maintenant que vous ajoutiez par-dessus une épaisse couche de feuilles mortes ou de sciure compactée. Que se passe-t-il dessous? En bas, c'est la catastrophe. Une véritable zone marécageuse se forme. L'humidité qui aurait dû s'évaporer grâce au vent se retrouve totalement piégée. Or le collet, c'est-à-dire la base du tronc, est la partie la plus vulnérable chez la plupart des végétaux, et en particulier chez les arbres fruitiers et les rosiers. Quand ce collet est en contact constant avec une substance mouillée et non ventilée, le processus de pourriture s'installe. Ce n'est pas le gel qui tue la plante, c'est littéralement la pourriture par étouffement. Elle pourrit vivante. Au printemps, vous retirez la protection, vous constatez l'écorce noire à la base du tronc et vous vous étonnez. Vous aviez pourtant couvert votre plante, mais elle a péri. La raison est simple. Le paillis, appliqué en novembre, a agi comme une compresse humide maintenue beaucoup trop longtemps.
Mais parlons maintenant de ceux qui attendent votre paillis avec plus d'impatience que les plantes elles-mêmes. Je parle bien sûr des campagnols. Pour ces rongeurs, l'automne marque la saison de la recherche d'un logement pour l'hiver. Ils cherchent un endroit sec, chaud et surtout protégé des prédateurs. Votre tas de paille ou de foin, méticuleusement installé autour de votre jeune pommier en novembre, représente pour eux un véritable palace 5 étoiles. Si vous paillez trop tôt, avant que le sol ne soit gelé et tant que les campagnols sont encore actifs, ils s'empresseront de s'installer dans ce nid douillet. Et que vont-ils bien pouvoir manger cet hiver lorsqu'ils auront faim? Eh bien, vous l'avez deviné, la tendre écorce de votre jeune pousse. Sous cette épaisse couche de paillis, ils se sentent en sécurité absolue. Ils peuvent ronger l'écorce tout autour du tronc. On appelle ça le ceinturage. Et dans ce cas, l'arbre est condamné. Si vous attendez, en revanche, que le sol soit bien gelé pour pailler, les campagnols auront déjà trouvé d'autres refuges ou se seront terrés profondément dans leurs galeries. Le risque sera alors considérablement réduit. Le quatrième aspect concerne l'aération du sol. Oui, le sol respire. Des milliards de bactéries et de micro-organismes y vivent. En novembre, lorsque la température chute tout en restant positive, c'est-à-dire au-dessus de zéro, ces micro-organismes sont toujours actifs. Ils consomment de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Si nous recouvrons la terre d'une couche lourde et humide, par exemple du fumier ou de la tourbe compacte, nous bloquons l'accès à l'oxygène. Dans ces conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène, ce sont des bactéries complètement différentes qui prolifèrent, des bactéries pathogènes. Des processus de fermentation et de pourriture s'enclenchent, non? Au lieu d'une biote saine, vous créez de vos propres mains une véritable usine à maladie des racines. Les racines suffoquent. Elles ont besoin d'air même en hiver, même si c'est en moindre quantité. Une croûte dense formée par un paillage humide et gelé en novembre, c'est comme un sac en plastique que vous mettriez sur la tête de votre plante. Prenons un exemple concret, celui des rosiers. La reine du jardin est exigeante. Beaucoup de gens se précipitent n'a pour buter, remonter la terre, les rosiers avec de la tourbe ou de la terre parfois dès octobre. Pour qu'ils ne gèlent pas, disons-ils. Mais le rosier est une plante très rustique face au premier refrimat. Il est même bénéfique qu'il supporte les premières gelées jusqu'à -5 ou même -7 degrés sans aucune protection. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement. La sève des tiges s'épaissit. L'amidon se transforme en sucre, ce qui agit comme un antigel naturel. Si vous paillez votre rosier début novembre, alors qu'il fait +5 degrés dehors, la température sous votre protection montera facilement à +10. Le rosier va croire que le printemps est revenu. Ses bourgeons risquent alors de gonfler. Et c'est là que le vrai gel arrive. Un bourgeon gonflé meurt instantanément. La tige, gorgée de sève, se fissure. On appelle ça des gélivures. Et le coupable, ce n'est pas le gel, mais votre sollicitude prématurée et ce coussin chaud de paillage. Attardons-nous sur un cas particulier. L'ail d'hiver et les plantes à bulbes, comme les tulipes, les narcisses ou les lys. Nous les plantons en automne et, très souvent, nous paillons immédiatement la parcelle, craignant que les bulbes ne gèlent. Mais ici, le même stratagème de tromperie est à l'œuvre. L'ail, planté dans un sol encore chaud sous cette couverture protectrice, va commencer à développer activement son système racinaire. Pire encore, il risque de faire sortir sa pousse verte avant même les premières de neige. Si cette pousse atteint 5 centimètres et qu'une forte gelée s'abat, elle sera irrémédiablement perdue. Au printemps, la plante en sortira affaiblie, ayant gaspillé ses réserves nutritives pour ce démarrage prématuré et inutile en automne. Il est clair que le paillage est nécessaire pour les bulbes, mais vous ne devez l'appliquer que lorsque la couche superficielle du sol est déjà prise par la gelée. L'objectif est de vivifier le froid et non la chaleur. Attardons-nous un instant sur les matériaux. Prenons l'exemple des feuilles mortes. C'est la matière la plus facilement disponible, et beaucoup de gens se contentent de la ratisser et de la déposer au pied des arbustes en novembre. Mais quelles feuilles utilisez-vous exactement? Si ces feuilles proviennent de vos propres arbres fruitiers,
Il y a 99% de chances qu'elles contiennent des spores de tels et de tavelure, d'oïdium et d'autres infections fongiques. En recouvrant les racines avec ces feuilles, vous créez un incubateur idéal pour le développement des maladies la saison suivante. De plus, lorsqu'elles sont humides, certaines feuilles, surtout celles d'érable ou de bouleau, ont tendance à se tasser pour former une couche dense et totalement imperméable. Ce matelas ne laisse passer aucun air, mais retient parfaitement l'humidité. Sous un tel tapis, la moisissure et les infections fongiques trouvent un terrain idéal pour prospérer. Si vous décidez d'utiliser des feuilles, assurez-vous qu'elles soient parfaitement sèches. Le paillage doit être effectué uniquement par temps sec. L'idéal est d'utiliser des feuilles bas de chêne, car elles se décomposent beaucoup moins vite. Maintenant, parlons des conifères, les thuyas, les genévriers et les petits épithéas. Eux aussi reçoivent souvent une bonne dose de tourbe ou de copeaux de bois avant l'hiver. Pourtant, le défi majeur pour les conifères n'est pas tant le froid que la déshydratation printanière. Mais attention, le paillage en automne peut jouer un très mauvais tour. Si vous recouvrez le collet d'un conifère avec un matériau humide en novembre, l'écorce risque de commencer à pourrir. Les conifères sont extrêmement sensibles à cette pourriture du collet. Si l'écorce se détache à cet endroit, l'arbre périra et vous ne pourrez absolument rien faire pour le sauver. Au printemps, nous voyons souvent des thuyas jaunis ou roussis et nous pensons qu'ils ont pris un coup de soleil. Mais si l'on creuse un peu vers le tronc, on découvre souvent que le problème a commencé par le bas, précisément à cause d'un paillage mal fait. Trop précoce, trop dense et utilisant un substrat gorgé d'humidité. Et la fraise, dans tout ça? La fraise des jardins, bien sûr. Beaucoup de jardiniers la paillettent massivement dès novembre, au point que les plants disparaissent complètement sous la couverture de paille. C'est là que réside le danger du pourrissement ou de l'étouffement du collet, le bourgeon central de croissance. N'oublions pas que le fraisier est une plante semi-persistante, elle entre en dormance en gardant ses feuilles. Si ces feuilles se retrouvent trop tôt dans l'obscurité, l'humidité et la chaleur sous cette couche de paillis, elles vont se mettre à pourrir. Cette pourriture se propage rapidement au cœur du plant. Au printemps, vous ne retrouverez que des rosettes noires et sans vie. Le paillage des fraisiers est utile pour retenir la neige, c'est vrai. Mais il faut l'appliquer, aussi étrange que cela puisse paraître, presque directement sur la neige ou sur une terre dure, gelée à cœur. L'idée, c'est que la plante soit déjà en dormance profonde et que les basses températures empêchent tout processus de pourrissement. 10e élément, la sciure. La sciure est un matériau populaire et économique, mais il est particulièrement insidieux. Fraîche et étalée en novembre, elle absorbe l'humidité comme une éponge. Elle se gorge des pluies d'automne et, au premier gel rigoureux, se transforme en une carapace de glace. Ce monolithe glacé encercle le tronc de la plante. Or, la conductivité thermique de la glace est extrêmement élevée, ce qui signifie qu'elle conduit parfaitement le froid. Conclusion. Au lieu d'isoler votre plante, vous l'entourez de véritables briques de glace qui mettront un temps fou à dégeler au printemps. Par conséquent, le sol sous la sciure dégèlera très lentement. Alors que la cime de l'arbre est déjà réchauffée par le soleil et réclame de l'eau, les racines, elles, restent prisonnières de la glace sous la sciure. Le résultat est sans appel, une sécheresse physiologique et un dessèchement des branches. Une autre erreur courante est de pailler avec du fumier ou du compost en novembre. On pourrait croire qu'on fait d'une pierre deux coups, on isole et on fertilise. Sauf que l'azote contenu dans le fumier, même par temps frais, peut stimuler l'activité du sol et provoquer de nouvelles pousses. De plus, le fumier est un milieu agressif. Si du fumier frais ou semi-décomposé entre en contact avec le tronc d'un jeune arbre ou d'un arbuste, il peut provoquer une brûlure chimique de l'écorce. Couplé à l'humidité, c'est une porte ouverte garantie à l'infection. Et n'oubliez pas les nuisibles comme la courtilière ou le hanneton. Leurs larves adorent passer l'hiver au chaud dans ces tas de fumier que vous avez si gentiment disposés juste au pied de vos plantes préférées. Parlons un peu de la topographie de votre parcelle. Si votre terrain se situe dans une zone basse,
là où l'eau a naturellement tendance à stagner. Un paillage précoce dès le mois de novembre est une erreur qui équivaut tout simplement à noyer vos plantes. Dans ces cuvettes, l'air froid s'accumule certes plus vite, mais l'humidité est également beaucoup plus élevée. Le paillis se mettra alors à fonctionner comme une éponge, retenant toute cette eau. Dans ces cas précis, il vaut peut-être mieux renoncer complètement au paillage d'automne avec des matériaux qui absorbent l'humidité. Privilégiez plutôt un simple battage avec de la terre bien sèche ou l'utilisation de ramilles de conifères comme des branches de sapin. Ces dernières ne retiennent pas l'humidité, mais elles retiennent très bien la neige. Les branches de conifères sont d'ailleurs une excellente alternative pour novembre. Elles sont épineuses, ce que les souris détestent. Elles laissent respirer la terre et elles empêchent le sol de trop surchauffer en automne. Le point crucial, c'est la température de l'air. Beaucoup de gens se fient au calendrier. Ils se disent « Oh, on est le 1er novembre, il est temps de couvrir. » Oubliez le calendrier, il est trompeur. Ce qu'il faut observer, c'est le thermomètre et la météo. S'il fait encore plus 5 degrés en journée et 0 la nuit, il est beaucoup trop tôt pour pailler. Et c'est valable pour toutes les régions. Le signal clé pour démarrer les travaux, c'est l'arrivée d'un froid stable et persistant. Le moment où le sol est bien pris par le gel, quand il a formé une croûte. Quand vous marchez sur votre parcelle, elle ne s'enfonce plus, elle résonne, elle est dure. Généralement, cela arrive lorsque la température moyenne quotidienne se maintient autour de moins 5 degrés pendant plusieurs jours consécutifs. Voilà le feu vert pour le paillage. En agissant ainsi, vous conservez en quelque sorte le froid existant, vous l'empêchez de devenir trop extrême, sans pour autant permettre à la chaleur de remonter. Et quid des vivaces? Les eustas, les pivoines, les astilbes. On coupe leur feuillage et on recouvre souvent immédiatement la zone de plantation. Le problème, c'est qu'on risque de perdre les bourgeons de renouvellement qui se trouvent juste sous la surface. Si vous les recouvrez de terre mouillée ou de tourbe durant un novembre trop pluvieux, ces bourgeons peuvent pourrir ou étouffer. Il est donc préférable de laisser de petits moignons de tiges. Ils aideront à retenir la neige. Le paillage, lui, doit être fait uniquement après que la couche supérieure du sol est bien gelée. Rappelez-vous que la neige est le meilleur paillis naturel. L'objectif de tout paillage artificiel n'est pas de la remplacer, mais de l'aider à s'accumuler et à rester en place. Si vous faites un énorme tas de paille dont le vent balaie la neige, cela n'aura que très peu d'intérêt. L'impact sur le réveil de la végétation au printemps est un facteur à prendre en compte dès le mois de novembre. Les paillis sombres, comme la tourbe, le terreau ou l'humus, attirent le soleil et favorisent une décongélation rapide du sol. Inversement, les paillis clairs, tels que la paille ou la sciure, réfléchissent la lumière et retardent le dégel. Si vous paillez vos cultures frileuses avec de la paille claire en novembre, le sol sous cette couche restera froid très longtemps au printemps. Pour certaines plantes, c'est bénéfique. Par exemple, cela empêche l'abricotier de fleurir prématurément et d'être victime des gelées tardives. Cependant, pour des plantes comme la vigne ou les rosiers, un retard dans le réchauffement du sol peut être critique, car il réduit la période de végétation. Pensez toujours un coup d'avance. Quel effet précis souhaitez-vous obtenir au début du printemps? Abordons maintenant les alternatives. Que faire si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à votre jardin en décembre une fois que la terre est gelée? Vous fermez la saison début novembre et ne reviendrez plus. C'est une situation fréquente. Dans ce cas, privilégiez uniquement des matériaux secs et respirants. Par exemple, de la tourbe sèche mélangée à du sable. Et surtout, créez impérativement des abris à structure afin que le paillis ne touche jamais les tiges. Sinon, utilisez un voile d'hivernage haute densité, plié en plusieurs couches. Ce matériau laisse passer l'air et l'humidité, tout en amortissant efficacement les variations de température. C'est beaucoup plus sûr que de déverser de la sciure mouillée directement sur les racines. On trouve toujours un compromis, l'essentiel étant de bien comprendre la physique du processus. Et si vous avez déjà commis l'erreur, vous regardez cette vidéo et vous réalisez « Catastrophe ! Il y a une semaine, j'ai mis du fumier mouillé partout sur mes rosiers, et en plus, il fait 7 degrés. Ne paniquez pas.
Si vous en avez la possibilité, retournez sur place immédiatement et retirez le paillis qui est autour des tiges. Créez une petite rigole circulaire autour du collet pour qu'il s'aère bien. Si le paillis est sec, laissez-le, mais vérifiez que la couche n'est pas trop épaisse. Vous pouvez aérer le paillage en le piquant légèrement avec une fourche. Faites très attention à ne pas endommager les racines. Si vous ne pouvez vraiment pas vous déplacer, croisez les doigts pour qu'une vague de froid arrive brutalement et sans neige. Dans ce cas, votre paillis servira au moins à quelque chose. Mais tirez-en les leçons pour l'année prochaine. Le vent est un autre ennemi auquel on ne pense pas forcément. En novembre, les vents peuvent être particulièrement violents. Si vous vous contentez d'étaler des feuilles sèches ou une légère couche de tourbe, il y a de fortes chances que le vent emporte tout jusque chez votre voisin, avant même que la neige ne tombe. Résultat, vos plantes se retrouveront exposées au gel sans aucune protection. Il est donc essentiel de fixer la couche de paillis. C'est la raison pour laquelle on utilise des branches de conifères, des tiges de framboisier ou des tiges de fleurs coupées que l'on dispose par-dessus les feuilles ou la paille. Ces éléments servent d'ancrage ou de lest. N'oubliez jamais cet aspect purement mécanique, sinon tous vos efforts seront réduits à néant lors de la première nuit de grand vent. La composition chimique du paillis. La litière de conifères, que beaucoup aiment ramasser en forêt en novembre, acidifie fortement le sol. Si vous en recouvrez généreusement vos clématites ou vos pivoines, des plantes qui détestent l'acidité, vous risquez de les endommager. Ce que le froid n'aura pas fait, la chimie s'en chargera. L'écorce de mélèze acidifie également. La cendre, elle, alcalinise. Dans la précipitation des travaux d'automne, on a souvent tendance à se saisir de ce qu'on a sous la main sans réfléchir au pH du sol. Novembre n'est pas le moment d'expérimenter avec l'acidité. Si vous n'êtes pas sûr que ce type de paillis convienne à la plante, utilisez plutôt de la tourbe neutre ou contentez-vous de buter les pieds avec de la terre de jardin. Et enfin, attention au piège psychologique du « fait, c'est réglé ». Le paillage n'est pas un point final, c'est un processus. Un paillage idéal se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est un léger beutage. La deuxième, c'est l'application de la couche principale une fois que la terre a gelé. Et la troisième, accumuler la neige autour des plantes durant l'hiver. Je comprends que tout le monde n'a pas la possibilité d'être sur place constamment. Mais si vous visez de bons résultats, il faut s'adapter au rythme de la nature et non à votre calendrier de vacances. La nature ne pardonne pas l'indifférence déguisée en soins. Il vaut mieux ne pas pailler du tout la plupart des plantes adultes bien établies que de mal le faire et de les faire pourrir. Alors, les amis, faisons un petit bilan qui pourrait bien bouleverser votre approche des travaux d'automne. Le paillage en novembre, ce n'est pas la panacée universelle. C'est un outil puissant qui, mal utilisé, peut se transformer en véritable arme. Le secret de la réussite est simple, mais il demande de la patience. Il faut attendre le gel. Pas l'hiver du calendrier, mais le gel réel, le vrai. La terre doit sonner sous vos pieds. C'est seulement à ce moment-là que vous emprisonnez l'humidité dans le sol et que vous créez un thermos stable pour les racines. Évitez de rendre un mauvais service à vos plantes. Ne créez pas de marécage au niveau des racines, n'offrez pas de festin aux rongeurs et, surtout, ne réchauffez pas la terre quand elle a besoin de se refroidir. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo sauvera plus d'un rosier et plus d'un pommier cet hiver. Si l'information vous a été utile, mettez un pouce bleu immédiatement et abonnez-vous à la chaîne. On a encore beaucoup de sujets essentiels à aborder pour bien préparer le printemps. Et maintenant, une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de découvrir, au printemps, que vos plantes étaient étouffées ou pourries sous leur protection? Dites-nous en commentaire ce que vous utilisez habituellement comme paillage et à quel moment vous le mettez en place. Votre expérience pourrait vraiment aider d'autres jardiniers à éviter les erreurs. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que votre jardin passe l'hiver à la perfection.